Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, un duo choc dont on parle depuis quelques jours qui va devoir s'entendre sur des dossiers importants. Et à ce sujet, le patron du renseignement territorial, Bertrand Chamoulot, a dressé dans Le Monde en début de semaine le tableau des menaces qui pèsent selon lui sur la société française. Après les attentats du 7 octobre 2023 et la riposte de l'armée israélienne notamment, le renseignement territorial a noté une montée significative des actes antisémites, agressions physiques, menaces et insultes. Plus de 1300 actes ont été recensés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024, soit une hausse de 36% par rapport à 2023 et 270% par rapport à 2022. Autre menace prise très au sérieux par le renseignement territorial, c'est le séparatisme islamiste. Et puis sur le long terme, ce qui inquiète le plus, ce sont les frères musulmans. On va en parler avec Claude Moniquet, qui est spécialiste du terrorisme et renseignement, qui est avec nous en direct sur Europe 1 cet après-midi. Bonjour Claude Moniquet, merci d'être avec nous dans On marche sur la tête. Bonjour Mickaël. Alors Claude, ces menaces, est-ce qu'il faut les prendre au sérieux, ces menaces qui ont été dressées par Bertrand Chamoulot, qui est donc le patron du renseignement territorial? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Claude ? D'abord, c'est un homme qui est extrêmement bien placé pour donner son avis sur ces choses, puisque, en fait, le renseignement territorial, ce sont les anciens renseignements généraux qui centralisaient la recherche sur les faits de société, l'économie, la politique, mais aussi sur l'ordre public. Donc, il y avait une très très forte implantation dans la société. Il est donc extrêmement bien placé puisqu'il voit remonter quotidiennement des centaines ou des milliers de signalements, de notes ou de rapports venus de tous les services. Et effectivement, je pense que le panorama qu'il dresse est tout à fait correct. La première menace, c'est évidemment l'islamisme radical sous différentes formes, mais essentiellement l'islamisme politique. Ensuite, bien sûr, nous avons la menace terroriste et enfin la menace du crime organisé qui a été beaucoup trop longtemps mésestimée, mais qui est porteuse de dangers extrêmes sur le long terme pour le pays. Alors il y a la menace du séparatisme islamiste également qui est mise en avant dans ce rapport. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Claude ? En fait, il y a plusieurs courants islamistes radicaux en France, mis à part le courant djihadiste qui ne s'exprime que par la violence. Il y a essentiellement deux courants qui sont dangereux sur le moyen et long terme. Ce sont les frères musulmans, ce qu'on appelle le frérisme, qui ont une stratégie d'entrisme qui petit à petit pénètre les différents rouages de la société. Si on en croit cet article, cet article de Bertrand Chamoulot, c'est visiblement ce qui inquiète le plus aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des gens qui agissent vraiment sur le long terme. Ils recrutent des étudiants, souvent brillants, ils essaient de prendre les meilleurs, de manière avec l'idée de les infiltrer dans les rouages de la société, que ce soit dans les entreprises ou dans l'appareil d'État. Et petit à petit d'imposer par la douceur, sans violence, d'imposer un agenda islamiste sur le voile, sur l'alimentation dans les écoles, sur toute une série de thèmes qui sont chers aux islamistes. Et c'est ce fait de faire de l'entrisme et d'agir de l'intérieur qui présente le plus grand danger par rapport, par exemple, aux salafistes qui, eux, se placent à l'extérieur de la société et en opposition frontale avec la société. Et quelle est l'ampleur de l'implantation des frères musulmans sur le territoire français ? Elle est difficile à calculer comme ailleurs en Europe parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont en partie seulement clandestins. Vous aurez jamais, les salafistes vont dire qu'ils sont salafistes. Vous aurez jamais un frère musulman, un fonctionnaire par exemple qui est frère musulman ou un cadre dans une entreprise qui dira moi je suis un frère musulman. Ouais. Ils ne disent pas, ils agissent. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir une idée de l'ampleur du mouvement. Ce qu'on sait, c'est que c'est un mouvement qui contrôle toute une série d'associations, des associations d'étudiants, de jeunes filles, de cadres d'entreprise, de fonctionnaires et autres, et que tous ces leviers d'action démultiplient leurs possibilités. On a Samuel qui est en ligne également. Bonjour Samuel, merci d'être en direct sur Europe 1 cet après-midi. Vous êtes en Bretagne. Vous êtes où exactement, Samuel, en Bretagne ? Bonjour. Je suis vers pas très loin de Rennes. Pas très loin de Rennes ? Le nom de votre village ? Enfin, si vous avez envie de le dire.
Fougères. À Fougères, très bien. Ça vous inquiète, vous, ces menaces qui planent, effectivement, qui sont révélées par les spécialistes du renseignement sur le territoire français ? Sur la partie narcotrafic, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait le narcotrafic qui était souligné également, si vous me dites si je me trompe. Oui. Le narcotrafic... pardon, je vous laisse la parole. Non, allez-y. Sur le narcotrafic, Non, dans cet article-là, on ne parle pas tellement de narcotrafic, Samuel. Il est plutôt question de menaces, notamment pour tout ce qui est séparatisme islamiste, notamment l'augmentation des actes antisémites également qui ont été très importants dans le pays depuis les attaques du 7 octobre 2023. Il est moins question de narcotrafic. C'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, je pense que ça se rejoint. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le rapport de force avec l'appareil judiciaire qui est en face. Oui. Qu'on parle effectivement d'une montée d'un islamisme politique, alors peu importe le nom qu'on lui donne, ou du narcotrafic. Ce qui compte, c'est quel rapport vous mettez face entre ces personnes et la justice en face. Quand vous voyez que le renseignement il fait ce qu'il peut, mais derrière les peines de prison, que ce soit pour l'islamisme ou le trafic de drogue ne suivent pas, bien sûr vous ne pouvez pas créer un sentiment de peur chez ces gens qui ferait que vous diminueriez ce type d'acte. On a un pays qui est laïque, où il y a eu une séparation entre l'appareil religieux et l'appareil d'État. Il n'y a pas à discuter de qu'est-ce qu'on autorise ou qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Je vais vous dire, moi je suis musulman, donc je peux vous le dire. Je ne me sens pas interdit de pratiquer ma religion dans le pays. Et d'ailleurs, l'islamisme l'islamisme, oui, on peut l'appeler comme ça, est un ennemi, et même ennemi des religieux, des religieux, si je puis dire, normaux. Évidemment. Vous voyez ce qu'il y a eu en Algérie, la décennie noire, quand il y avait le Front islamique du salut, le FIS, duquel est né le GIA, le groupement islamique armé, donc la décennie noire. Ces gens-là ne faisaient pas la distinction entre les musulmans ou les non-musulmans. Il suffisait qu'ils vous attrapent en train de fumer une cigarette et ils vous coupaient les deux doigts. On avait ça, on a eu Daesh au Moyen-Orient, ils faisaient pas la distinction, ils faisaient pas de distinction. C'était leur idéologie avant tout. Mais peu importe que vous soyez musulman ou non d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Samuel. Ouais, c'est très intéressant et c'est important aussi de le préciser. Je trouve que c'est très, très important ce que vous dites, monsieur, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. La laïcité, c'est pas du tout l'ennemi des croyances et de la pratique et de la religion. C'est simplement une séparation de façon à ce qu'on ne mélange pas tout et qu'on pratique sa religion plutôt dans sa sphère personnelle et qu'on ne mélange pas ça avec la sphère publique. Voilà, c'est tout. Mais c'est très simple. En réalité, c'est pas quelque chose qui doit être... Bien sûr. Et c'est bien que des personnes, et notamment des musulmans, le disent, parce qu'on a l'impression que les musulmans sont persécutés par la laïcité. C'est pas vrai. Mais pas du tout. Il y a des pays où il y a certaines religions qui sont totalement boycottées. Vous voyez, par exemple, certains, la chrétienté, qui est une religion qui est persécutée dans certains pays, par exemple certains pays en Orient, les chrétiens d'Orient, les Coptes, etc. Où il y a en Syrie, surtout en ce moment la situation elle est assez particulière là-bas. Et il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui doivent payer certaines taxes pour avoir le droit de pratiquer leur religion. Là, on peut parler réellement de persécution. Totalement. Mais en France, vous avez des mosquées, vous avez de la viande halal, vous avez vous avez des hadiths qui sont conformes. On est dans un pays dans lequel on peut pratiquer sa religion librement, qu'on soit chrétien, juif ou musulman. Absolument. Mais totalement. Ça, c'est important de le rappeler, de le préciser. Mais totalement, et je vais vous dire, moi, les musulmans, je appelle les vrais musulmans, parce que moi, les islamistes, c'est des barjots, pour moi. C'est des gens qui sont déjà détruits dans leur tête, et puis ils utilisent la religion pour faire, pour argumenter leurs méfaits. Mais vous allez au Maghreb, il y a toujours eu, quand il y a eu la reconquête de l'Espagne par le royaume catholique, les Juifs ont été chassés, ils ont été réfugiés au Maghreb, on les appelle les séfarades.
Vous savez, ils ont vécu pendant de nombreuses années avec les musulmans là-bas. Enfin, il y a jamais eu de problème entre les juifs et les musulmans. Alors aujourd'hui, on importe un conflit qui est donc entre Israël et la Palestine. On veut l'importer ici, et les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu ce lien charnel qu'il y avait entre les juifs et les musulmans au Maghreb s'inventent une espèce de personnalité de moudjahidine à 2 francs 50 alors qui sont nés avec Télétoon et la pâte à sel en France. Mais la réalité, c'est que elle en est tout autre. C'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas importer en France des choses qui se passent à évidemment, mais après c'est un problème. Effectivement, les relations entre juifs et musulmans ont été détériorées aussi depuis le conflit israélo-palestinien et notamment dans les pays du Maghreb aussi, Samuel. Sûr, aussi. Puis même un peu avant, il y a eu des. C'est bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de communautés juives dans les pays du Maghreb. Mais c'est ça. Le problème, c'est que de toute façon, dès lors que vous avez une montée des religions, quelle qu'elle soit dans la sphère politique, vous avez de la haine. Mais je vous garantis que vous interrogez le peuple, parmi les gens du peuple, vous aurez quelques crapules, mais la majorité est quand même. Même en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, on dit que mais la majorité des gens, c'est comme partout, Samuel. La majorité des gens, ils ont envie de vivre en paix avec leurs voisins. Et évidemment que la majorité, elle pose de problème nulle part. C'est jamais la majorité le problème. Gauthier Lebret. Oui, Samuel, je suis vraiment très intéressé par votre discours. Et j'entendais que vous critiquiez ceux qui veulent importer le conflit israélo-palestinien en France. Et donc j'avais une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait la France insoumise depuis 1 an et demi ? Mais ils sont pas musulmans. Hein. Intéressant. Il y a pas beaucoup. Vous remarquerez, il y a pas beaucoup de musulmans et de gens d'origine du Maghreb dans ces parties-là. C'est des gens, des Français, si je puis dire, bien français. Alors après, à la présidentielle, sur les votants, Jean-Luc Mélenchon a récolté 60% des votes musulmans. Oui, parce qu'il y a historiquement, si vous remontez dans les années 80. Alors je suis pas un expert en sciences politiques, mais je crois qu'il y avait quand même une caresse de Mitterrand dans. Est-ce qu'ils participent, selon vous, à importer le conflit en France ? En tout cas, je pense qu'ils font rien pour apporter la paix. Je pense pas qu'ils soient. C'est le moins qu'on puisse dire. L'aggrave ? C'est le moins qu'on puisse dire, Samuel. L'aggraver, je sais pas. Après, je pense qu'il y a quand même une responsabilité individuelle. S'il y a des gens qui sont assez bêtes pour écouter la France insoumise comme des gourous et prêter cas à 100% sur leur discours, on peut pas faire de miracle. Mais en tant que député, on pourrait penser qu'ils ont un devoir d'exemplarité, non ? Je pense, après, je ne sais pas s'il y a une importation, s'il y a une envie de semer un trouble réel entre les musulmans et les juifs sur le pays. Moi, j'en entends beaucoup aussi qui disent qu'il faut pas mélanger les juifs de France avec Tzal, avec le gouvernement d'Israël. Donc vous trouverez de tout, Gauthier. Alors, et vous avez pardon. Non, Samuel, c'est-à-dire qu'on s'est un peu éloigné du sujet. On a toujours Claude Moniquet qui est avec nous et à qui je voudrais redonner la parole, notre spécialiste terrorisme et renseignement. Claude, pour terminer sur cette menace qui plane en France, Samuel évoquait aussi la question effectivement du banditisme, du narcotrafic. Ça aussi, c'est une menace qui est bien présente, Claude. Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais dire que c'est très très intéressant ce que Samuel vient de dire, parce que ça nous rappelle une chose qui est fondamentale et sans laquelle, si on ne la comprend pas, on n'avancera pas. C'est que la première victime de l'islamisme, ce sont les communautés musulmanes, que ce soit dans les pays musulmans ou chez nous en Europe. Vous avez 2 courants dans l'islam aujourd'hui, enfin entre autres, mais 2 courants principaux. Vous avez un courant réformateur qui veut moderniser l'islam et qui veut rompre avec certaines pratiques ancestrales qui n'ont plus lieu d'être. Et vous avez un courant qui veut islamiser la modernité. Et ça, ce sont les frères musulmans, ce sont les salafistes. Et effectivement, leur première victime, ce sont les gens dans les quartiers, dans les communautés musulmanes, qu'ils obligent à vivre d'une manière dont ils ne veulent pas vivre. Sinon, la plupart d'entre eux seraient restés dans leur pays d'origine. S'ils sont venus en France, c'est entre autres pour profiter de la laïcité, qui n'est pas un frein, mais qui au contraire protège l'ensemble des religions en les cantonnant dans la sphère privée et en faisant en sorte que chacune puisse être pratiquée. Vincent ? Maintenant, oui. Attendez, il y a Vincent qui souhaiterait réagir à ce que vous venez de dire. Je voudrais vous poser une question. On pourrait très bien imaginer qu'on interdise les frères musulmans en France. Est-ce que ça aurait un impact ? Est-ce que ça serait intelligent ? Est-ce que ça ne le serait pas ? Voilà, je pose la question en béotien.
Alors, les frères musulmans ont été interdits dans certains pays arabes. Oui. En Égypte notamment. En Égypte, mais pas seulement. Et ça les a jamais empêchés de prospérer, parce que les frères musulmans ont eu une grande habitude de la clandestinité pendant la plus grande partie de leur existence depuis 80 ans, depuis un siècle en fait. Ils ont été dans la clandestinité, donc demain ils peuvent y retourner sans problème. Mais ils continueront à agir via des associations, des cercles, des recrutements, etc. C'est une idée, les frères musulmans. On n'interdit pas une idée, on la combat. Donc ça servirait à rien de les interdire. Ça serait même pas ça serait pas un bon signal d'envoyer. Alors, ce serait même peut-être pas un bon signal parce que ça compliquerait le travail des services de renseignement pour ce qui est de cerner et de comprendre comment cette mouvance fonctionne. Claude, pour terminer sur ce qu'on disait, un mot avant la pause concernant la menace qui plane sur notre pays et sur le territoire. Alors, vous aviez commencé à m'interroger sur le narcotrafic. Voilà, parce que c'était ce que Samuel nous disait tout au début. Il nous parlait également de la menace en ce qui concerne le grand banditisme. Alors ça, je pense que c'est fondamental et ça a été trop longtemps négligé. J'appartiens à une génération qui se souvient qu'il y a 40 ans, on nous disait il n'y a pas de mafia en France, il n'y a pas vraiment de crime organisé en France, il y a des bandes de truands qui braquent des banques, etc. C'est faux. Il y a toujours eu des mafias en France, des organisations criminelles organisées, mafieuses, et le problème de ces organisations, surtout celles qui tournent autour du trafic de drogue, qui génèrent des sommes, des milliards par an, des sommes colossales, c'est la corruption de la société. Ces gens, par exemple, vont corrompre des dockers pour qu'ils ferment les yeux sur les containers qui entrent par Marseille ou par Le Havre ou par d'autres ports. Ils vont corrompre ou tenter de corrompre des gardiens de prison, des policiers, des élus locaux. Un jour, ils corrompront, si ça n'est pas déjà fait, des élus nationaux de manière à avoir des relais qui puissent les protéger. Et ça, c'est un risque fondamental. On a vu ce que ça donnait dans des pays comme l'Italie, où Cosa Nostra et les autres organisations, la Ndrangheta, la Camorra, ont totalement, pendant une période, pénétré l'appareil d'État et l'ont paralysé. Et ça, c'est un risque vraiment extrêmement important. Le procureur de Marseille avait d'ailleurs évoqué des cas de corruption de policiers à Marseille, notamment. Absolument. Quand on a beaucoup d'argent... Oui, quand vous avez beaucoup d'argent à votre disposition, quelle que soit la qualité qui est en France quand même exceptionnelle de notre fonction publique et de la haute fonction publique et des services répressifs ou des services de renseignement, mais malheureusement vous aurez toujours des gens qui, pour une raison ou pour une autre, céderont à la tentation parce que ça leur permet de gagner beaucoup plus d'argent, ça leur permet parfois de régler des situations personnelles compliquées à laquelle ils sont confrontés, et ça, c'est une fois que le ver de la corruption est dans le fruit. C'est un cancer, la corruption. Une fois qu'elle commence à s'installer, elle ne peut que s'étendre si on ne la combat pas. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et extrêmement répressif par rapport à la gestion de cette corruption. Merci Claude Moniquet d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci pour toutes ces précisions.